Il y a des options disponibles, seulement qu'il faut bien se renseigner. Il ne faut pas laisser votre âge vous limiter. Renseignez-vous sur le pays. Renseignez-vous sur l'offre de bourse. Est-ce qu'il y a limite d'âge? S'il n'y a pas limite d'âge, essayez de tenter au cas où vous voulez une bourse. Donc, il ne faut pas se limiter dans la tête. Non. Lancez-vous. Tentez. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de souci. Mais préparez-vous et tentez. Et encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Oraleu, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de faire un récapitulatif concernant les différentes manières pour trouver une bourse d'études. Pour ceux qui me suivent sur mon channel WhatsApp, récemment, j'ai fait un message dans lequel je disais que très bientôt, les appels à candidature pour les offres de bourse vont être ouverts. Et donc, il va falloir se préparer si on veut vraiment trouver une bourse pour l'année académique. Pas l'année académique qui va commencer en septembre, mais l'année académique qui va suivre. Parce qu'il faut se préparer depuis longtemps pour pouvoir sécuriser une bourse et commencer les procédures d'obtention de visa jusqu'à ce que l'année académique 2026-2027, que vous ayez tout ce qu'il faut pour vous rendre dans le pays que vous auriez choisi pour poursuivre vos études. Et donc, il y a un nombre d'éléments qu'il faut dès à présent commencer à préparer pour pouvoir sécuriser une bourse. Marquez une pause, abonnez-vous et mettez un like. Ça ne vous coûte rien. Ce dont je parle aujourd'hui, j'ai eu à faire plusieurs vidéos là-dessus. C'est juste un récapitulatif que je vais apporter. Comme j'ai eu à le dire dans une des vidéos, il va falloir préparer un tableau de lecture active. Ce tableau-là va vous permettre de recenser les offres de bourse qui essaient de correspondre à votre besoin, c'est-à-dire en fonction de votre diplôme que vous avez actuellement, en fonction de votre domaine d'études. Et donc, si vous arrivez à créer ce tableau-là, vous pouvez retourner regarder la vidéo. Vous allez voir comment j'ai essayé d'indiquer là-dedans. Si vous arrivez à créer ce tableau, ça va vous permettre de collecter les informations nécessaires. Ça va aussi vous permettre de savoir, en fonction de la bourse pour laquelle vous voulez postuler, quels sont les documents qu'on demande d'habitude, c'est-à-dire par les années passées. Parce que en vous basant sur les informations des éditions précédentes, ça vous permettra de vous préparer pour le maximum de documents qu'on pourrait vous demander. Le deuxième point, c'est que vous devez savoir que dans la plupart des cas, il y a certains éléments qui ne vont pas manquer. Surtout pour ceux qui postulent pour le master, le doctorat, il y a certains éléments qui ne vont pas manquer. Et parmi ces éléments, on a le projet de recherche, ce qu'on appelle communément la proposition de recherche. Et pour pouvoir rédiger un projet de recherche, il va falloir se tailler une question de recherche. Et donc, j'ai aussi fait des vidéos sur ça. Vous pouvez aller regarder, que ce soit pour projet de recherche, où j'ai fait une vidéo et après, nous avions aussi eu une conférence avec certains amis. On a débattu sur ça en long et en large. Nous avions intitulé ça les 10 commandements pour rédiger une proposition de recherche captivante. Ouais, donc vous pouvez retourner regarder la vidéo. Il y a aussi une vidéo que j'avais faite aussi sur la question de ce statut, une question de recherche. Vous pouvez aussi aller la regarder. Et puis ça va vous permettre de vous faire une idée et commencer déjà à réfléchir. Qu'est-ce que vous allez proposer à un enseignant? Ça, c'est le côté de projet et de questions de recherche. Pour pouvoir sécuriser une bourse, il y a aussi l'option où vous pouvez rentrer en contact avec un professeur dans une université que vous aurez choisie. Et quand vous rentrez en contact avec le prof peut vous donner une lettre d'acceptation en fonction de votre dossier. S'il voit que ce que vous proposez, ça peut l'intéresser, il va vous donner une lettre d'acceptation. Ça veut dire que le prof accepte déjà travailler avec vous au cas où vous sécurisez une bourse. Et dans ce cas, pour pouvoir rentrer en contact avec le prof, étant donné que vous ne vous connaissiez pas d'avance, on parle de l'email à froid. Le courriel à froid, c'est-à-dire vous rentrez en contact avec quelqu'un que vous ne connaissez pas d'avance, vous n'aviez jamais discuté, et puis vous lui proposez quelque chose. Et comment faire pour que la personne vous réponde? J'ai aussi fait une vidéo sur le courriel à froid. Vous pouvez retourner regarder cette vidéo aussi. Ça va vous donner des idées. Et dès maintenant, vous pouvez déjà rentrer en contact avec certains professeurs. Et ça va beaucoup vous être utile. Il ne suffit pas d'attendre quand je vais voir en ligne, je vais postuler. Oui, c'est vrai, ça peut marcher. Il y a des bourses comme ça. Mais vous allez aussi remarquer qu'il y a certaines bourses, on va vous demander une attestation de préinscription ou bien une preuve d'inscription, d'admission.
Ouais. Donc, si vous êtes déjà en contact avec le prof et si le prof vous donne déjà une lettre d'acceptation, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider dans la procédure. Ça peut vous aider à renforcer votre dossier, que ce soit auprès du pays dans lequel le prof se trouve ou bien auprès de l'institution et auprès de laquelle vous êtes en train de solliciter la bourse. Donc, il ne faut pas négliger cette étape, essayer d'apprendre comment on rédige un email à la fois, rentrer en contact avec des profs et ça va beaucoup vous être utile. L'autre option, c'est qu'il faut savoir comment repérer le prof. Et pour ça aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus. Vous pouvez retourner regarder. J'ai essayé de donner mes conseils de mon point de vue. Comment s'y prendre pour contacter un prof. Par quel moyen. Comment il faut. Et dans les vidéos que j'ai eu à faire, j'ai mentionné l'option où vous pouvez trouver quelqu'un qui est dans l'université, qui peut vous aider à répertorier les profs qui sont dans un département donné. Il y a l'autre option où vous visitez le site web de l'université et puis vous prenez les contacts là-bas. Seulement que des fois, les profs peuvent ne pas vous répondre. Mais si vous contactez quelqu'un qui connaît le prof et que vous écrivez au prof, le prof ne répond pas, la personne peut aller auprès du prof, lui faire savoir que j'ai un compatriote qui veut un prof qui peut soutenir son dossier, est-ce que c'est possible? Et puis le prof va aller vérifier son email et puis il peut vous répondre. Vous pouvez aussi passer par l'association et des étudiants de votre pays dans le pays pour lequel vous êtes en train c'est-à-dire postuler pour la bourse. Et donc, dans ce cas, on peut vous trouver quelqu'un qui va vous assister dans la procédure. Pour ceux qui souhaitent étudier en Chine, j'ai aussi fait une vidéo où j'ai essayé de parcourir la plupart des options qui sont disponibles pour étudier en Chine à travers une bourse. Donc, vous pouvez aller regarder la vidéo. Vous allez voir les options disponibles. Vous allez voir, j'ai aussi parlé de certains éléments à considérer, c'est-à-dire comment s'y prendre si on veut postuler pour telle option, si on veut postuler pour telle option, ainsi de suite. Donc, vous pouvez essayer de voir ça. L'autre côté aussi qui limite beaucoup de personnes, c'est qu'il y a des gens qui des fois se demandent, est-ce qu'avec 10 de moyenne, je peux avoir une bourse? Est-ce qu'avec 11 de moyenne, je peux avoir une bourse? C'est-à-dire, si je n'ai pas une moyenne au-delà de mention bien, est-ce que je peux avoir une bourse? Oui, j'ai fait une vidéo, j'ai essayé d'expliquer comment ça peut être possible. Parce que vous avez 10 de moyenne, 11 de moyenne, mais est-ce que vous avez des expériences qui essaient de compléter ça? Est-ce que après vos études, est-ce que vous avez essayé de faire certaines choses? Vous avez réalisé des projets? Ce sont des choses qui peuvent jouer à votre avantage. Même si vous avez fait du volontariat, même si vous avez œuvré dans une association, ce sont des choses qui peuvent compléter, c'est-à-dire vos 10 ou 11 de moyens là. Donc, j'ai fait une vidéo. Vous pouvez aussi aller la regarder. Vous allez voir. J'ai essayé d'expliquer dans quel contexte ça peut être possible. Et peut-être que vous aussi vous trouvez dans ce contexte-là. Il y a aussi des gens qui se demandent, j'ai eu ma licence, ça fait des années. J'ai eu mon master, ça fait des années. Oui, c'est possible d'avoir une bourse. Moi, j'ai rencontré quelqu'un ici. Il a eu sa licence en 2016, je crois. 2016. Et après, il est allé travailler. C'est en septembre 2024 qu'il a commencé son master. Donc, il suffit de pouvoir rentrer en contact avec un prof qui est en train de rechercher à recruter et puis que votre profil corresponde et que vous sachiez comment mettre en évidence vos expériences que vous avez eues durant tout ce temps. Et puis, vous allez voir que si le prof a des fonds, il peut vous allouer une partie des fonds. Maintenant, arrivé ici, c'est-à-dire, je parle du Canada, arrivé, vous pouvez aussi, lors de vos études, vous pouvez postuler à des bourses qui sont disponibles et puis ça peut vous aider à compléter. Il y a des options disponibles, seulement qu'il faut bien se renseigner. Il ne faut pas laisser votre âge vous limiter. Renseignez-vous sur le pays. Renseignez-vous sur l'offre de bourse. Est-ce qu'il y a limite d'âge? S'il n'y a pas limite d'âge, essayez de tenter au cas où vous voulez une bourse. Donc, il ne faut pas se limiter dans la tête. Non. Lancez-vous. Tentez. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de souci. Mais préparez-vous et tentez. Et concernant les CV, la rédaction des CV, tout ça, il y a des éléments qu'il ne faut pas mentionner. Parce que ça peut vous disqualifier à première vue. Par exemple, si vous avez votre licence, ça fait des années, tout ça là, si la bourse pour laquelle vous êtes en train de postuler, vous savez que ça va jouer contre vous, ne mettez pas l'année d'obtention du diplôme. Mettez en avant vos qualités. Après, jusqu'à ce qu'on vous appelle pour se renseigner, peut-être qu'il y a des qualités qui ont déjà frappé et ça peut vraiment vous aider. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé du CV aussi. J'ai essayé de énumérer certains éléments qu'il est préférable de ne pas mentionner sur le CV.
à moins qu'on demande ça explicitement. Donc, vous pouvez aussi aller regarder cette vidéo-là aussi. Ça peut vraiment vous ouvrir, c'est-à-dire des idées. Le dernier des éléments, c'est la langue anglaise. Quand vous allez vouloir postuler à des bourses, vous allez voir que la plupart des bourses seront en anglais. On va vous demander de traduire vos documents en anglais, de préparer votre projet en anglais. Si vous cherchez en ligne les offres de bourse et que vous cherchez en français, vous n'allez pas trouver assez de bourses. La plupart des bourses, ça sera en anglais. Et donc, vous devez améliorer votre anglais. Au début, c'est normal que votre niveau d'anglais ne soit pas aussi performant. Moi-même, quand je commençais, quand je partais pour mon doctorat, mon niveau d'anglais, c'était très bas. Mais ça ne m'avait pas empêché. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont là, avec lesquels vous pouvez améliorer votre niveau d'anglais. Et si vous rédigez votre projet de recherche, vous pouvez rédiger ça en français. Après, vous pouvez traduire. Et pour les outils de traduction, j'ai essayé de numérer ça dans une de mes vidéos. Vous pouvez aller regarder et puis ça va vous aider beaucoup. Et pour ceux qui souhaitent vraiment améliorer leur niveau d'anglais, j'ai aussi fait une vidéo où j'ai essayé de présenter quelques outils que vous pouvez utiliser pour améliorer votre niveau d'anglais. Parce que aujourd'hui, la plupart des opportunités sont en anglais. Si vous cherchez en français, vous n'allez pas trouver assez. Donc, prenez vos dispositions, préparez-vous, essayez de voir qu'est-ce que vous devez améliorer. Les bourses pour lesquelles vous voulez postuler, est-ce que c'est en français ou en anglais? Par exemple, pour le Canada, souvent, la plupart des offres, on va accepter les deux langues, l'anglais ou le français, parce que c'est un pays où les deux langues officielles, c'est le français et l'anglais. Mais il y a certains pays, c'est forcément l'anglais. On va vous demander de traduire. Donc déjà, renseignez-vous si vous devez traduire vos documents. Combien ça peut vous coûter? Parce que maintenant, c'est un peu cher. Donc, vous devez vous renseigner le plus tôt possible. Commencez par vous préparer. Parce que si vous attendez et que le jour arrive, vous devez soumettre votre document alors que ce n'est pas encore traduit. Donc, ça risque de vous faire perdre des opportunités. Donc, préparez-vous le plus tôt possible. Faites ce qu'il faut et ça va aller, ça va donner quelque chose. En résumé, pour ceux qui veulent obtenir une bourse d'études pour l'année 2026-2027, je ne parle pas de 2025-2026, non, 2026-2027, c'est-à-dire l'année académique sur prochaine. Vous devez déjà commencer par vous préparer. Pour ceux qui veulent y aller étudier en Chine, la vidéo est là, vous pouvez aller regarder. À partir d'octobre-novembre, beaucoup d'universités vont commencer à ouvrir les appels à candidature. Et puis, vous pouvez déjà adopter la procédure. Je suis sûr que si vous essayez de suivre les vidéos que je viens de mentionner et que vous préparez vos dossiers bien comme il faut et que vous arrivez à adapter ça, c'est-à-dire aux profs que vous allez contacter. On ne peut pas dire qu'on veut une bourse et puis on attend juste que les offres apparaissent et puis on va postuler. C'est ce que nous aussi on a toujours cru. Seulement que ça ne marche pas comme ça. Quand ça va apparaître, il y aura des conditions qu'on va poser. Que si tu n'as pas certains documents, tu ne peux pas. Alors que ces documents, si c'est que tu savais ça d'avant, tu allais te préparer pour ça. Et quand ça vient, tu as tout ce qu'il faut pour postuler en fait. C'est comme le passeport. Les gens prennent le passeport comme c'est un luxe. Les gens prennent le passeport comme si, quand l'opportunité va apparaître, je vais faire le passeport. Non. Vous faites le passeport déposé. C'est un document, normalement, qu'on doit avoir en permanence. Maintenant, si les opportunités viennent, il y a des fois, on va dire qu'il faut déjà avoir passeport valide. Ça, je m'adresse aux bacheliers. Vous allez voir, bientôt, il y aura des bourses qui seront ouvertes. Tout ça, là, on va demander, on va préciser de préférence avoir le passeport. Donc, quand toi, tu n'as pas le passeport, tu soumets ton dossier. Après, bon, ne sois pas étonné que tu ne sois pas sélectionné. Parce qu'on va donner priorité à ceux qui ont le passeport. Parce que si tu as 15 de moyenne, l'autre a 15 de moyenne, et que lui a passeport, le choix est très clair. Donc, préparez-vous, essayez de vous préparer. La préparation est la clé. Renseignez-vous, préparez-vous et soyez prêts pour tenter ce à quoi vous êtes en train de penser. C'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, on se dit à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un like et aussi de partager le lien de la chaîne avec d'autres personnes. Donc, on se dit à très bientôt.